choisi de présenter cet ouvrage et ce travail remarquable d'un groupe de chercheurs qui mélangent l'art avec leur et la créativité avec leur engagement scientifique et leur rigueur scientifique. On a le plaisir ce soir de présenter un livre qui vient de sortir chez l'Harmattan, créé après la catastrophe. Et ce livre a été, bien sûr, on va demander à ceux qui sont concernés par ce projet les raisons pour lesquelles ils ont été encouragés à s'engager sur ce processus. Mais bien entendu, ce livre, il a été initié suite à l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2022. 20. Non, Le temps, pour moi, est inexistant. Et bien entendu, et ça c'est pour le côté personnel, en 1990, j'ai rencontré Elie Yazbek à Marly-le-Roi. Nous étions jeunes, ambitieux, plein de projets. On a fait une école d'été. Moi dans la photographie et toi aussi dans la photographie. Dans la vidéo. Et là, on parlait tout à l'heure de nos amis, qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis? On a un ami ambassadeur, on a un ami qui a une société de production. Non. On a des amis qui sont disparus. On s'est retrouvés, moi et Ellie, grâce aux réseaux sociaux, longtemps après. Et la vie aussi nous a rapprochés parce que Ellie s'occupe de l'enseignement à Saint-Joseph, d'audiovisuel. Il est aussi directeur d'école doctorale. Et l'un de nos amis, il a fait sa thèse sous sa direction ou dans son service. Et une des associations que j'ai contribué à sa création, qui s'appelle Ettijahat, une association culturelle. Et le directeur actuel de Ettijahat, il a fait ses études sous les bons soins de Elie. Alors, Elie est professeur des universités cinéma-théâtre à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de l'école doctorale en sciences humaines, membre du laboratoire littérature et art. Et à côté de moi, Madame Sylvie Dallet est professeure des universités Arts, directrice de programme international éthique de la création, membre du Conseil national des universités, présidente fondatrice de l'Institut Charles Cros et du Festival de création Les Arts Forestiers. Et Madame Jeanne Amrad, enseignante en langue et civilisation du monde arabe, Sciences Po, et doctorante à l'Université de Paris-Cité. Sorbonne, il fallait, pardon, Sorbonne Nouvelle. Et Monsieur Yves Chemla devait être avec nous, mais malheureusement, il est un peu fatigué. Il est critique littéraire et enseignant, spécialiste de littérature haïtienne. Il a contribué à cet ouvrage. Alors, cet ouvrage, la première question, c'est pour Madame Sylvie Dallet. D'où est venue l'idée après, comment vous avez décidé de vous lancer dans ce projet d'écrire un livre suite à l'explosion de Beyrouth? euh, c'est c'est bon, j'ai fini. Bon. On se partage nos micros. En fait, on se connaît depuis aussi, pas aussi longtemps avec Ellie, mais on avait déjà travaillé dans des colloques qui étaient à Beyrouth, parce que comme l'a dit notre ami, j'ai lancé un programme de recherche qui s'appelle Éthique de la création, qui est interdisciplinaire et qui considère que ce qui nous intéresse justement, c'est l'éthique dans tout ce qui est de la création, avec un séminaire qui s'appelle Éthique et mythe de la création, qui se passe à Paris, rue des Écoles, à peu près une fois par mois. Et comme on se connaissait bien avec Élie, qu'on avait déjà fait 2 livres dans la collection Éthique de la création, il est venu quelques mois après à Paris et
après l'explosion et on a parlé comme on le fait d'habitude et il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ici en France pour faire connaître ce qui s'est passé à Beyrouth, enfin cette catastrophe qui a sidéré tout le Proche-Orient. Et je lui dis, ben écoute, on va faire un séminaire hein, sur le thème. Le principe du séminaire, c'est inviter trois personnes différentes pour commencer à en parler. Et donc, à la fois, le premier séminaire, c'est qu'il y avait des gens qui étaient en visio et c'était en distanciel, c'était pendant le Covid. Hein. Et donc, je lui dis, on va faire un livre, hein, comme on l'avait fait pour les précédents, c'est-à-dire Images et Histoire et Savoir de frontières. Sauf que le livre a été beaucoup plus difficile à faire que les précédents. Parce que justement, le principe de la catastrophe, c'est qu'elle induit une sidération des témoins. Et avant de recommencer à vivre et à témoigner, c'est-à-dire à créer quelque chose de nouveau à partir d'une catastrophe, il faut, il faut avoir la rage de surmonter quelque chose. Et souvent, les gens qui se sont dévoués après la catastrophe pour s'occuper des personnes, ils se sont beaucoup occupés des corps, des malades, des blessés. Et il y a peu de gens qui se sont occupés du psychisme. Il y a eu quand même des cellules d'écoute, de pièces de théâtre, mais il y avait une telle souffrance qu'il était. Alors heureusement, il y a eu aussi quand même des récits comme celui de Yam Yared. Euh, et ces récits, il fallait demander aux personnes qui avaient fait ces récits de revenir sur leurs récits et de raconter en fait, comme au-delà de ce qu'ils avaient écrit, ce qu'ils avaient ressenti sur le fait, et comment cette rage de continuer avait été bénéfique, parce que quelque part, ça avait effacé une partie de la douleur, ça avait continué la colère, mais la colère est devenue un acte de création. Donc, c'est pour ça que le livre a pris 2 ans, 2 ans à se faire que tout le monde n'a pas écrit dans ce livre. Par contre, il y en a eu des nouveaux qui sont arrivés. Alors, on a fait un travail de persuasion et puis on voulait garder, parce qu'on est des universitaires, hein, donc on voulait garder le côté sensible de la chose, c'est-à-dire la façon dont les gens avaient été désorganisés, hein, sidérés, et en même temps, comment, à partir de cette sidération, ben, ils avaient reconstruit quelque chose de nouveau en intégrant hein, la catastrophe. Alors, par exemple, on a demandé à Marie-Paul Farina, avec qui j'ai travaillé, qui est une philosophe, et qui a parlé du XVIIIe siècle, enfin de la catastrophe, du ressenti de la catastrophe du XVIIIe siècle. Donc, on a éloigné un peu le temps, étiré un peu le temps de qui était notre temps au départ de Beyrouth. Hein. On a également demandé à Yves Chemla, puisque Haïti est un pays de catastrophe, hein, comment, et Haïti est un pays de création littéraire exceptionnelle. Donc, est-ce que on le sait que la créativité est aussi liée à une contradiction violente et cette volonté de dépasser cette contradiction, de le faire par tous les moyens, c'est-à-dire que, en fait, le moyen le plus lent quelque part, c'est la peinture. En réalité, c'est l'écrit qui jaillit le premier, ou la danse. On va essayer de représenter peut-être d'ailleurs les graffitis, on en parlera. Mais il y a des médias lents, chauds et froids, hein, quelque part, pour témoigner de ce qu'on a reçu. Et là encore, c'est toujours de l'éthique, c'est-à-dire en fait, on témoigne pas uniquement pour soi, mais pour les autres. C'est-à-dire en fait, on fait une trace. Et la trace, tout le monde l'a eue. Mais tout le monde ne peut pas l'exprimer. Donc, quand quelqu'un écrit, enfin, en tout cas, c'était pour Yam Yared, on a beaucoup discuté au téléphone, euh, qu'est-ce qu'elle peut dire qui est à la fois d'elle et qui en même temps reflète quelque chose, donner du courage aux autres, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est toutes ces questions-là, à la fois témoigner pour soi, parler d'une survie, aider ce qu'on appelle le CAR en anglais, c'est-à-dire prendre soin des personnes au-delà des corps, hein, c'est-à-dire leur permettre de continuer en intégrant
ce qu'ils ont subi et qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont perdu. Donc, essayer de recommencer quelque chose avec la mémoire et sans et sans le souvenir et avec le souvenir de ce qui était avant. C'est assez difficile. Et donc, au bout de 2 ans, on a réussi à ça, à sortir ce livre avec plusieurs voix. Et le fait que j'avais intitulé mon introduction Le sucre et l'amertume, enfin la douceur et l'acidité de la situation. Et je pense que c'est important parce que on a des catastrophes à venir, on a des catastrophes présentes et il faut vraiment se poser la question de comment, on ne peut pas réparer, hein, mais on peut faire en sorte que l'énergie ne se perde pas. Elle continue d'une autre façon et elle se transforme avec cette expérience. Ellie, la même question, mais j'ajouterais à cela ce qu'on disait tout à l'heure dans le bureau. Euh, je voulais vous poser une question dans le bureau, mais je préfère la poser ici. Avec Sylvie, on parlait des artistes qui ne pouvaient pas s'exprimer par écrit, sont, ou par blocage émotionnel, ou par manque d'exercice écrit. Est-ce que vous n'avez pas songé à les interviewer pour les faire parler? Parce qu'ils ont sûrement, parce que là, ceux qui ont participé, ils ont tous écrit leur texte. Mais il y a certainement des artistes qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui savent pas l'exprimer par écrit. Est-ce que vous avez songé à le faire, ça? Oui, juste avant de répondre à la question, je voudrais remercier donc le centre, le CAREP, de nous accueillir. Et donc, comme Salam, donc, elle a bien dit, donc on s'était connus hein, en 1990, durant une quinzaine de jours, et puis on s'est perdu de vue. Et ce n'est qu'une vingtaine d'années après, grâce à Facebook, qu'on a pu se retrouver. Donc, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Et voilà, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et puis, quand on m'a demandé qui souhaitez-vous avoir comme modérateur, je me suis dit, si Salam peut être là, ce sera magnifique. Donc, de nouveau être ensemble. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, donc je suis très heureux d'être là, d'être avec mes amis là. Et donc, comme Sylvie l'a bien expliqué un peu la genèse de ce livre collectif, donc, nous avons aussi voulu, dans ce livre, avoir des textes, bien sûr, de chercheurs et d'universitaires, mais également d'artistes, puisque ça s'appelle de création. Et donc, nous avons tenu à avoir des textes de création et à côté, donc, des textes plutôt théoriques qui parlent un peu de l'aspect de comment créer après la catastrophe et tout ça. Donc, nous avons également donc, voulu associer des artistes et nous avons fait appel à certains artistes. Certains n'ont pas voulu parce que comme donc l'a dit Sylvie, il y avait encore cette défédération, même 2 ans après l'explosion du port de Beyrouth, et qu'il y a des gens qui n'avaient pas envie de parler de ça, qui refusaient d'en parler, ou bien qui ne trouvaient pas les mots pour revenir aux mots, donc pour en parler. Et d'autres artistes qui nous ont proposé des choses différentes de ce qu'on espérait mais également de très belles choses. Donc, on espérait une chose, ils nous ont donné autre chose, mais qui était encore plus beau. Par exemple, nous avons eu des poèmes de Roger Assaf, qui est un homme de théâtre au Liban. Donc, on lui avait demandé un texte, s'il pouvait écrire. Il a dit, moi, je suis incapable d'écrire sur la catastrophe et je suis incapable d'écrire, à part faire une création de poèmes peut-être. Et donc, il nous a offert 4 poèmes qu'il a écrits après l'explosion du port, qui expriment un peu son ressenti de ce que est devenu Beyrouth, donc, après cette explosion. C'est des paroles indirectes, bien sûr. C'est de très beaux poèmes. Donc, nous avons eu 4 poèmes de Roger Assaf. C'est inédit de sa part pour un homme de théâtre, pour un penseur et un chercheur qui travaille le théâtre, qui a écrit des ouvrages sur le théâtre, donc de nous avoir donc offert donc ces 4 poèmes. La même chose également donc de Raymond Farina, donc qui est un philosophe, qui également donc a voulu aussi nous offrir un très beau poème donc sur le sujet général de ce que c'est donc que vivre aujourd'hui dans les temps d'aujourd'hui autour de ce concept de catastrophe qui nous poursuit tous les jours. Nous avons eu également un texte théâtral, donc un vrai texte, un dialogue théâtral, également de Lara Kanso, donc qui vit au Canada, qui est libanaise, qui vit au Canada, donc inspiré d'un article dans le journal qu'elle avait lu sur une dame qui avait perdu sa fille
dans l'explosion, et donc elle a écrit un dialogue théâtral sur ça également. Donc voilà, donc je voulais juste insister sur ce point aussi, que dans ce livre, il y a des textes bien sûr théoriques, mais il y a également donc des contributions d'artistes. Maintenant, pour en revenir à la question donc sur est-ce que les mots expriment, est-ce que seulement les mots expriment? Bien sûr que non, parce que beaucoup de personnes, comme je l'avais dit, donc n'ont pas voulu, enfin n'ont pas pu participer à ce livre, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne s'en trouvaient pas capables. Et c'est pour ça, donc, il y a donc, les deux autres livres qu'on avait vus qu'on avait fait avant celui-là, donc, dans la même collection Éthique de la création, ça avait été beaucoup plus rapide parce que c'était des sujets plus faciles à aborder, disons, dans le sens de la recherche. Et là, donc, il y a même certaines personnes qui avaient participé aux ateliers qu'on avait fait au séminaire qui n'ont pas pu donner de texte parce que ils ont dit, voilà, enfin, on n'est pas prêt encore pour ça, pour aller plus loin dans ça. Mais finalement, donc, voilà, on a quand même donc, pu avoir des textes, dont celui de Jana aussi, elle va nous en parler, donc, qui ont vraiment donc, répondu à notre attente dans le sens de réfléchir un peu et de penser qu'est-ce que c'est que créer après la catastrophe à travers des textes théoriques ou bien à travers des actes de création. Et l'idée au départ était venue au départ parce que à peu près 2 mois après l'explosion du port en 2020, en août 2020, à peu près un mois et demi, 2 mois, il y avait eu l'émergence de quelques petits travaux d'artistes au Liban autour donc de l'explosion du port. Et par exemple, il y avait eu quelques artistes, architectes et sculpteurs qui avaient fait des sculptures ou des installations dans certaines galeries d'art. Il y avait eu également une série de petits films, des courts-métrages qui ont été produits par Shahid, par Shahid, c'est un peu comme Netflix. C'est une sorte Plateforme. de plateforme voilà, numérique. Donc Shahid avait produit une dizaine de petits films, des courts-métrages avec 10 petits réalisateurs. Cette série, on l'a appelée 607, c'était l'heure de l'explosion, 6h07. Et il y avait eu plusieurs petits films inspirés directement et indirectement donc de l'explosion. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ces films. Par exemple, il y avait eu un film qui racontait l'histoire d'une dame qui vit seule avec son piano et qui, le jour de l'explosion, voit son appartement dévasté par l'explosion. Et puis voilà, donc elle est avec son piano. C'est une petite histoire donc sur son vécu donc en quelques minutes, en 6 minutes. Tous les films font un peu autour de 6 minutes aussi autour de ça. Il y avait eu un autre petit film aussi durant l'explosion, juste avant l'explosion, enfin durant l'explosion plutôt. Donc il y a eu une dizaine de pompiers qui sont décédés parce qu'ils avaient essayé d'éteindre l'incendie qui allait provoquer l'explosion. Et donc il y a eu l'explosion et tous les pompiers sont décédés malheureusement. Et donc il y a un film qui raconte un peu l'inverse de ce qui se serait produit s'ils avaient pu éteindre l'explosion. Donc c'est un film, c'est une sorte de fiction qui remet en scène les pompiers qui essayent d'éteindre l'incendie et qui réussissent à l'éteindre. Il n'y a pas d'explosion. Et puis le film finit en disant, voilà, enfin, en rendant hommage à ces dix pompiers donc, qui n'ont pas pu éteindre l'incendie parce que c'était beaucoup plus fort qu'eux, parce que c'était impossible de l'éteindre, quoi. Donc, donc l'idée, au départ, était partie de est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut faire des films, on peut faire des œuvres littéraires, est-ce qu'on peut faire des textes littéraires. Il y avait aussi l'émission d'un timbre au Liban par l'État libanais sur l'explosion, qui montrait l'explosion en gros. Donc beaucoup de gens se posaient la question, est-ce qu'on peut aussi rapidement, en quelques C'est tout mois? ce que l'État libanais a su faire, Oui, tout à fait, a pu malheureusement. faire. Et donc les gens se sont posé la question, il y a eu des débats dans les lieux, dans les journaux, dans les revues, dans les universités. Est-ce qu'on peut parler de ça aussi simplement, aussi ouvertement et aussi rapidement? Est-ce que éthiquement, est-ce qu'on peut, alors qu'il y a encore des morts qu'on n'avait pas encore trouvées, on ne savait pas encore ce qui est, enfin, quelle était, on ne sait toujours pas quelle était l'explosion de l'origine, comment ça s'est passé et tout ça. Mais donc, 2 mois après, est-ce qu'on peut artistiquement prendre cet objet et commencer à en faire quelque chose au niveau artistique? Et donc, au niveau éthique, au niveau artistique, au niveau politique, sociopolitique, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'un artiste a le droit? Est-ce qu'il n'est pas en train de profiter de l'explosion pour faire un travail qui va peut-être le rendre célèbre, etc., etc. Donc tout ça, c'était ça ce qui avait été les germes donc de ces rencontres qu'on avait commencé par faire et puis par cet ouvrage.
Avant que Jeanne parle de sa contribution, Sylvie, elle veut Oui, commenter un truc. je voulais dire, parler de la difficulté de l'exercice de faire parler des gens qui pourtant sont engagés. C'est qu'en fait, dans ce travail, on les a fait retourner vers la douleur. Et or, la douleur leur avait quelque part enlevé un petit morceau d'eux-mêmes, hein. Il fallait peut-être pas retrouver ce petit morceau, mais en fait, c'est un processus qui est très, très étrange au niveau de l'esprit et du travail qu'on faisait. C'est-à-dire que on savait qu'on leur faisait un petit peu du mal en leur demandant de retourner vers la douleur, mais en même temps, on leur disait, vous allez la transformer, enfin, ou vos expériences, les expériences que vous êtes en train de vivre collectivement, sont en train de vous transformer aussi. Donc, il va falloir passer par-dessus cette douleur, un peu comme, peut-être pas comme une psychanalyse, mais quelque chose qui est en fait de l'ordre de la thérapie, hein, euh, même individuelle ou de groupe. Jeanne. Alors, votre contribution à ce livre, c'est concrétisé comment? Oui, alors moi, contrairement à Ellie et Sylvie, j'étais absente de la Genèse, mais ce qui m'a intéressé, c'est de réfléchir en fait sur la production littéraire qui est sortie immédiatement après la catastrophe, notamment le livre, le journal de Sharif Pajtalani et le récit de Lamia Ziadeh, Mon port de Beyrouth. Donc, dans cet ouvrage, j'ai essayé de réfléchir aux raisons qui ont poussé les écrivains à écrire immédiatement après. Donc, comment l'écriture, elle est sortie malgré la sidération et malgré le traumatisme. Et il m'a semblé, d'un point de vue littéraire, parce que ça reste mon objet d'étude, que la littérature post-catastrophe du port de Beyrouth, elle avait principalement trois objectifs ou trois visées. La première, c'était de tenter de comprendre cet événement parce que l'événement, il nous a semblé à tous incompréhensible. Donc, l'objectif premier, c'était de mettre des mots sur cet incompréhensible afin d'essayer de le comprendre. En littérature, ça s'est beaucoup traduit par des questionnements que les auteurs se sont posés, beaucoup de questions, qui, quoi, comment. On essayait d'avancer des hypothèses, des théories pour donner sens à tout cela. Ce premier mouvement s'explique, à mon sens, d'abord par l'ampleur de la catastrophe. C'est-à-dire, c'était vraiment une très grande explosion qu'on a pu comparer aux bombes larguées sur le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'autre part aussi par son aspect imprévu. Donc, on s'y attendait pas. Et à travers la littérature, on a essayé de comprendre en fait ce qui s'est passé. Le deuxième objectif de la littérature post-catastrophe de Beyrouth m'a semblé être de l'ordre de l'enquête. On a essayé de pérenniser des témoignages dans le récit littéraire, de récolter des informations sur le blast. Et les écrivains, ils ont vraiment revêtu la casquette de l'enquêteur pour, 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 euh, pour assurer la transmission en fait de cet événement-là. En littérature, ça s'est manifesté par une écriture très factuelle. Vraiment, on retrouve dans les récits des nombres, des dates qu'on a voulu noter. Dans le graffiti, très vite, les graffeurs ont marqué la date de l'événement, l'heure, les responsables. Et ce deuxième mouvement, il vient du rapport problématique que nous avons au Liban avec l'écriture de l'histoire. Donc, comme l'amnésie, en quelque sorte, nous est imposée par une classe politique corrompue, il incombe aux artistes de remplir cette tâche de transmission à travers la littérature. Et le troisième but, il est bien évidemment cathartique, on en a un peu parlé. Donc, à travers la littérature, les artistes ont pu exprimer leur colère, euh, coucher leur subjectivité à l'écrit, ce qui est forcément vital pour eux. Donc, la littérature à laquelle je me suis intéressée dans l'ouvrage, ce n'est pas une littérature qui recherche le beau, c'est plutôt une littérature qui cherche, d'une part, à, à
à permettre aux artistes de faire face au trauma qu'ils ont vécu et d'un point de vue national, à assurer la transmission de l'événement pour les générations futures. Euh, c'est un hommage que je rends à un ami disparu suite à l'explosion, mais pas par l'explosion. Lokman Salim, qui a dénoncé les responsables de l'explosion et l'a payé de sa vie. Et Lokman Salim, il a réalisé avec sa femme un film sur la prison de Palmyre, qui s'appelle Tadmont. Ce film, pourquoi j'évoque le film? Parce que c'est aussi un travail de mémoire et de reproduction de ce que les prisonniers eux-mêmes ont vécu. Ils ont reproduit ça eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont joué leur rôle quand ils étaient en prison. On a reproché à Lokman que ça n'a pas été suivi par un psychiatre, parce que inciter les gens à se rappeler de leur souffrance et les moments durs qu'ils ont traversés, ça nécessite un suivi psychiatrique. On a discuté largement là-dessus et j'ai discuté avec les prisonniers qui ont joué leur rôle. Ils m'ont dit ils n'ont pas été victimes de quoi que ce soit comme retombée négative de cet exercice. Est-ce que d'après votre expérience dans ce livre, cette reproduction du passé, ce retour à cette période a eu le même sentiment? Ouais, deux. En fait, je me suis rendu compte, c'est une anecdote, hein, mais elle est assez significative. Lors des deux séminaires qu'on a organisés avec Ellie, quand j'envoyais une invitation ou quand je prévenais des amis ou mon laboratoire de recherche, je me trompais chaque fois. J'écrivais, euh, on va travailler sur un séminaire créé après la catastrophe et j'écrivais créé avec la catastrophe. Et au bout d'un certain temps, je ne savais plus comment appeler le livre même, hein. Si c'était créé avec ou créé après. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que l'acte de création pour autre chose, c'est pas uniquement se remémorer pour soi. C'est-à-dire, c'est pas un travail en tête à tête avec un psychanalyste. C'est, on va faire passer, on va être utile quelque part. Permet de dépasser le traumatisme. C'est ça qu'on essaie de dire. C'est que, non, il y a la mémoire, bien évidemment, mais cette mémoire, au bout d'un certain temps, elle peut vous asphyxier. Donc, il faut la déposer ailleurs, d'une autre façon, cette mémoire. Oui, tout à fait. Et j'allais également donc en parler parce que nous avons dans le texte aussi, dans le livre, un texte de Hadji Thomas, Oui. Tania, donc qui avait vécu l'explosion, qui avait eu sa maison partiellement détruite par l'explosion et qui avait dû suivre une sorte de thérapie aussi personnelle. Et donc, elle nous a aussi donné un très beau texte intitulé Créer le jour d'après. Donc, sur vraiment, c'est un texte très personnel sur son expérience de comment elle a survécu et comment elle a pu survivre après l'explosion. Donc, le jour d'après, c'est quoi? C'est le lendemain de l'explosion, comment on peut dépasser un peu toutes ces peurs. Et là, donc, par rapport à un passé qu'on a vécu, oui, donc notre objectif n'était pas de faire revivre le passé, autant que de vivre le moment présent, le présent d'aujourd'hui, par rapport donc à les traumatismes que nous avons vécus. Bien sûr, donc il y a ce côté un peu cathartique, mais il y a le côté créatif qui est essentiel. Elle est hypnothérapeute, oui, tout à fait. Oui. Donc elle a fait, à travers l'hypnose, elle a réussi un peu à se dégager de ce trauma. Et il y a également un autre texte de Shirin Yazbek, qui est photographe et qui est artiste, donc qui a écrit un texte très personnel aussi, sur aussi sa perception de l'après, du jour d'après, à travers ses travaux artistiques et ses photos. Donc, par exemple, Shirin, jusqu'à aujourd'hui, je crois, je suis pas sûr, mais elle l'a fait durant 2 ans, au moins 2 ou 3 ans. Elle allait tous les jours, après l'explosion du port, devant le port, prendre des photos, tous les jours, au même endroit. Et pour elle, c'était une manière d'exorciser un peu ces démons et d'essayer de faire une sorte d'enquête artistique personnelle par rapport à cette fusion et d'essayer de comprendre le pourquoi et le comment de tout ça.
Donc, elle allait dans les débris, elle allait marcher dans les débris du port pour essayer de trouver des indices, un peu une sorte d'enquête policière, mais avec une approche très artistique, sur comment une artiste photographe peut essayer de se trouver des réponses personnelles par rapport à cet événement vécu. Le livre que Yam Yared a écrit en 2021, qui s'appelle Implosion, raconte une... Qu'on a présenté ici même avec Rian. Oui, il y a une scène assez cocasse et je trouve que c'est... Enfin, on peut vous la raconter quand même. Elle explique dans son roman un peu autobiographique, je ne sais pas, qu'elle va voir une psychanalyste pour se rabibocher son couple. Donc ils sont tous les deux, le mari et la femme, et puis il y a l'explosion. Et là, ils s'aperçoivent que la psychanalyste a encore eu plus peur qu'eux. Donc, ils vont la consoler et en fait, quand eux, ils vont s'entendre, quoi. Ils vont comprendre que leur mésentente n'est rien du tout par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, en français, il y a ce dicton qui dit toujours l'inattendu arrive et puis après la pluie, le beau temps. C'est-à-dire on peut passer, il faut passer à travers, non pas au-dessus, mais à travers l'épreuve. Et puis juste un petit mot également donc, par rapport à la tragédie actuelle donc, que vit Gaza. Parce que aujourd'hui aussi, donc, il y a des artistes, des artistes palestiniens qui vivent toujours à Gaza, qui essaient d'en parler et qui produisent plutôt des œuvres d'art picturales pour en revenir et qui n'arrivent pas à écrire la douleur enfin, par rapport à cette injustice, par rapport à ce qui se passe. Et là, par exemple, il y a des peintres plutôt jeunes donc, qui ont essayé de faire une sorte d'exposition dans les ruines, dans les ruines d'un quartier de Gaza. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après, s'ils ont pu la faire ou pas. Mais là, il y a donc cette forme de survie donc, chez ces artistes qui essayent de se dire, voilà, ouais, la survie d'esprit, voilà, qui essayent de se dire, on veut continuer à réfléchir, à penser, à créer, à faire des choses, même si on a les trois quarts de notre famille qui sont décédés. Ça me rappelle le pianiste de Yarmouk, Ouais. le jeune syro-palestinien qui jouait au piano en pleine rue de Yarmouk, assiégé par le pouvoir, bombardé par le pouvoir, et lui, il jouait pour les enfants. Ouais. C'était sa seule façon de résister ou d'aider à résister. Et Jana, d'après vous n'avez pas vécu l'explosion parce que vous n'étiez pas à Beyrouth, vous étiez en France. Ouais. Est-ce que vous sentez que l'impact, bien sûr, l'impact direct est beaucoup plus clair sur les gens sur place, mais l'impact psychologique, il vous a touché de la même manière, vous vous sentez ou vous vous distinguez des autres? Je pense que dans les deux cas, c'est un traumatisme qu'on ait vécu l'explosion à Beyrouth même ou bien à distance à travers les écrans. C'est un traumatisme autre, mais ça reste un traumatisme quand même. Et même dans la littérature sur laquelle j'ai travaillé dans l'ouvrage, je pense à Lamia Ziadé qui a écrit son récit depuis la France. Donc, ça impacte et ça laisse des séquelles même à distance. Et pour revenir sur ce qu'on était en train de dire, en fait, l'art, ça fait beaucoup pour guérir, mais malheureusement, l'art n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on peut faire une trajectoire dans le but de guérir, mais s'il n'y a pas des réformes politiques qui vont avec, les traumatismes, ils vont ressurgir d'une manière ou d'une autre. Et c'est malheureusement les limites de l'art aussi. Et tout est fait pour que le traumatisme continue, C'est se ça. perpétue. Ça. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à parler. Et là, j'attends des questions du public, mais je sais déjà qui va poser les premières questions parce que je connais un peu notre cher public intéressé par le sujet. Quand on parle de la création en tant que de catastrophe ou après une catastrophe, et tu as bien fait de mentionner ce qui se passe actuellement à Gaza, moi, je fais référence à un travail qui documente la création artistique
qui a été fait par une association syrienne qui s'appelle la Mémoire créative de la Révolution syrienne. Malheureusement, la responsable n'a pas, elle est en voyage, elle n'a pas pu venir, Sana Yaji. C'est un travail de documentation, c'est pas un travail de création. Mais déjà, dans la documentation qui a été faite, il y a des grains de création qui permettront éventuellement à des chercheurs ou à des artistes de, de prendre des idées ou de travailler là-dessus. Si nos chers contributeurs et éditeurs de l'ouvrage n'ont pas des choses à rajouter, je peux commencer à ouvrir le débat avec le public. Ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cet exposé. En tant que Syrienne, je vais parler un peu. Je peux pas oublier que je suis syrienne en parlant des catastrophes. Euh, Parce que je me suis demandé en vous écoutant qu'il y a cet aspect personnel, c'est-à-dire les écritures. Ça joue pour s'exprimer, pour résister, pour s'interroger, mais ça touche à rien par rapport à l'enquête même, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y avait ces deux faces de la tragédie ou du catastrophe, la face qui touche le pays et qui est liée à des problèmes politiques et c'est une énigme, personne n'a la réponse encore, tout le monde se demande. Et il y a la phase personnelle. Et je pense que dans ce que vous avez exposé, on suit plus la réaction personnelle, et c'est l'impact personnel de chaque créateur ou de chaque... par contre, par exemple, pourquoi je veux un peu comparer avec la Syrie? Parce que tout ce qu'on a eu en Syrie, en fait, comme il a dit Salim par rapport à ce livre, mais en fait, il y a eu énormément de production artistique pendant, pendant la révolution, c'est-à-dire depuis le premier jour, les gens, ils ont commencé à s'exprimer à travers les images filmées, puis de la poésie, puis l'écriture. À tous les niveaux, vraiment, il y a eu une création énorme jusqu'à aujourd'hui. Sauf que je pense, c'est ça le point que je voulais trouver la question pour vous poser cette question, que en Syrie, c'était assez clair. C'est-à-dire, il y avait un régime qui est en train de bombarder son peuple. Il y avait un ennemi et il y avait les réactions des gens. Donc, il y avait pas cette énigme comment dirais-je, objectif, si on peut dire. Et je pense il y a une grande différence du coup. Est-ce que vous sentez la même chose par rapport aux autres catastrophes, aux autres pays ou... Je sais pas si c'était clair. Pardon. Hala Abdallah, elle est cinéaste franco-syrienne. Alors, طيب, syrienne. Je crois on va répondre tous les trois parce que je pense qu'on est différents. Ce qui s'est passé, c'est une tragédie. Et c'est une tragédie inattendue. Et donc, il n'y avait pas de réponse. Justement, c'est là où c'est le plus grave quelque part parce qu'il n'y a aucune explication qui arrive pour donner du sens à une tragédie. Alors, quand on écrit l'histoire, moi je suis historienne de formation, donc on essaie de ne pas écrire les tragédies, en fait de ne pas s'arrêter à la tragédie, puisque en histoire on essaie toujours de trouver le temps long. Mais dans les siècles passés, il y a eu des tragédies, il y a eu, enfin, en Haïti, il y a eu quelque chose de terrible à Port-au-Prince, il y a eu Pompéi dans l'Antiquité, et là, c'est comme il n'y a pas d'explication, les êtres humains peuvent se défaire eux-mêmes.
parce que justement, ils ne peuvent pas se raccrocher à quelque chose. Donc, nous étions avec l'idée, Elie et moi, de trouver par tous les moyens quelque chose qui retienne en vie. C'est-à-dire comme quand on dévisse en montagne, on lâche la prise qu'on a et il n'y en a pas d'autre. Moi, j'ai écrit sur les guerres révolutionnaires. J'ai refusé récemment de préfacer un livre sur les guerres parce que je n'aimais pas ça. Mais il y a toujours un adversaire, un ennemi. On peut l'identifier. Mais là, c'est le fait qu'on ne puisse pas l'identifier, ce terme même de catastrophe. Oui, c'est tout à fait ça. Au fait, et pour en revenir un peu à la Syrie, nous avions aussi sollicité quelques auteurs syriens, mais qui n'ont pas pu donc participer à ce livre pour des raisons, enfin, ils étaient occupés avec d'autres choses. Mais oui, en fait, une guerre, disons, comme celle que la Syrie a vécue, aussi dure qu'elle soit, aussi tragique qu'elle soit. Donc voilà, c'est une guerre finalement. On est pour ou contre, on est avec un camp ou un autre, etc. Alors que donc la question de l'explosion, par exemple, du port de Beyrouth, ou bien d'un séisme comme à Haïti, ou d'autres événements donc qui surprennent, qui n'ont pas de responsable, ou bien comme l'explosion du port où jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas qui est responsable et qui ne l'est pas. Le destin et des humains également, oui. Donc, il a évoqué Lokman Slim, donc, qu'on a tué parce que il essayait de trouver un peu les responsables et d'essayer d'enquêter sur les responsabilités de cette explosion. Il y a eu également un autre agent des FSI qui a été tué également il y a 2 ans, je pense. Et un photographe, plus un agent des FSI, donc dans 2 attentats séparés qui ont été tués, également parce que apparemment ils avaient quelques fils, ils avaient découvert quelques fils au niveau des culpabilités des uns et des autres. Bref, donc, donc tout ça pour dire que oui, oui, les tragédies sont là, mais parfois dans certaines guerres, bon, par exemple dans la guerre Israël-palestinienne actuellement, bon, il y a des atrocités bien sûr, il y a des destructions énormes, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'injustices et tout ça, mais quelque part, bon, c'est une guerre, disons. Donc c'est différent, disons, une approche est différente, même si humainement, éthiquement, ben, ça se rejoint finalement. Tout ça, éthiquement et humainement, bon, ça se rejoint. Et pour des gens comme vous, Salam, Jana, moi, enfin, des gens qui ont connu des guerres et des atrocités qui ont touché nos familles, qui ont touché l'endroit où on vit et tout ça, bien sûr, on ne peut qu'être révolté. Je vais parler avant de Roger Assaf, donc qui nous a offert quelques poèmes. J'ai vu il y a une semaine, j'ai vu son épouse Hanan, donc, qui est actrice et qui est dans le théâtre. Je lui ai dit comment va Roger, est-ce qu'il va bien? Elle m'a dit il est révolté. C'était le seul mot qu'elle m'a dit. Ghadben en arabe, Ghadben. Il est angry, en rage. Et quand je l'avais vu il y a 2 ans pour les poèmes, il m'avait dit, enfin, j'arrive pas à accepter la réalité, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe dans notre monde, au Moyen-Orient. Et donc, ça fait des années qu'il est en rage, qu'il est rebelle, qu'il est en colère, parce que il refuse de faire du théâtre, il refuse enfin, du théâtre dans le sens classique, quoi. Euh, il vient de jouer dans une pièce de théâtre, mais pas au niveau du création que lui-même a faite, quoi. Parce qu'il dit qu'il n'est plus capable, comme avant, donc à cause de sa colère, donc d'être dans une position d'un artiste qui arrive à créer de manière, disons, entre guillemets, classique ou normale ou saine. Donc, Robert Nouavad a continué à créer, par contre. oui, oui, oui. Lui s'est servi de sa colère pour créer. Oui, tout à fait. Chacun, il vit les choses de sa manière, à sa manière. Mais Roger Assaf, c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté durant les années 60, 70, qui a été un artiste très, très engagé à tous les niveaux du terme. Ben, aujourd'hui, il est déçu. Sa colère, elle vient d'une très grande déception de la part de tout ce qu'il avait essayé de faire, toutes ses croyances, tous ses objectifs, toute sa manière de faire, qui aujourd'hui, tout ça, c'est du néant actuellement. C'est fini, quoi. Il a plus d'espoir. Le problème, c'est ce manque d'espoir. Et chez certains artistes donc, qui ont beaucoup lutté, qui ont été engagés durant les années 60, 70, qui ont beaucoup fait, qui ont fait un travail d'artiste engagé,
Ben, aujourd'hui, c'est pas qu'ils baissent les bras, non, mais ils se retrouvent un peu à part. Ils n'ont plus envie ils ne croient, ils n'arrivent plus à croire que l'artiste peut changer les choses, disons. Il y a même dans l'histoire du Liban et de la Syrie, et de toute la région, des gens qui ont choisi de finir leur vie à cause de catastrophes. Khalil Hawi s'est suicidé au Liban à la vue des chars israéliens qui pénétraient dans son village. Il a pris le fusil et il s'est tiré une balle dans la tête. Je ne voulais pas vivre ça. C'est un grand poète et d'autres aussi partout dans cette région. Et peut-être cette région est amenée à vivre des catastrophes continues. Et pour ça, il faut repenser la créativité dans cette atmosphère plutôt que dans une atmosphère sain et ouais. Jana. Moi, pour répondre à votre question, je ne pense pas que ce qui s'est passé le 4 août 2020 soit une catastrophe sans responsable connu. Je pense que tous et toutes, on sait qui sont les responsables. Quelques jours après l'explosion, il y a le président de la République qui a déclaré savoir qu'il y avait du nitrate d'ammonium au port. Et, euh, et donc qu'on sache que les responsables politiques sachent ce qu'il y avait, qu'ils aient mis cette substance au port. Donc en quelque sorte, ils sont tous responsables. Donc les responsables sont connus, même s'il n'y a pas un nom qui ressort. Comme c'est des dirigeants politiques, la responsabilité leur revient en fait. Notre question? Bonsoir. Euh, Tout d'abord, enfin, je pense que c'est extraordinaire qu'il y ait pu, excusez-moi, qu'il y ait pu y avoir des artistes qui ont pu participer à ce processus de création après l'explosion du port de Beyrouth. Et je trouve en même temps que c'est très dommage qu'il y en ait d'autres qui sont dans une sorte de blocage à cause peut-être, du temps qui n'a pas encore fait son effet. Et donc, je pense que, enfin, il est possible aussi pour ces artistes, justement, de s'exprimer, peut-être en adoptant un biais indirect avec eux. C'est-à-dire, qu'au lieu de leur demander de s'exprimer par rapport à l'explosion du port de Beyrouth, il est possible de leur demander de s'exprimer, par exemple, par rapport à Hiroshima, Nagasaki, qu'est-ce qu'ils en pensent, ou alors, l'explosion, par exemple, à Toulouse, qu'il y a eu en France, qui est assez similaire à ce qui s'est passé à Beyrouth, même s'il n'y avait pas eu la dimension politique qui est totalement différente, bien entendu, qui est totalement absente dans le cas de Toulouse. Mais enfin, je crois qu'on peut les pousser à s'exprimer en adoptant un biais indirect, si c'est trop extrêmement sensible pour eux, pour l'instant, de s'exprimer là-dessus. Enfin, je pense que ça pourrait être une idée à creuser. Voilà. Oui, oui, bien sûr, vous avez raison, sauf que nous, on voulait sortir le livre vite. Nous, on voulait justement arrêter une espèce de désespoir, pas arrêter le désespoir, mais au moins dire, là, on a, nous, c'était notre engagement en tout cas. Ce que je voudrais dire, c'est que quand, par exemple, on pense au 15e, 16e siècle en Europe, eh bien, quand on apprend à l'école les humanistes, voilà, les humanistes, c'était formidable, etc. Sauf qu'à l'époque, il y avait 60 000 femmes qui ont été brûlées vives, il y a eu des guerres tout le temps, les humanistes étaient très peu nombreux, les créatifs étaient très peu nombreux. Les autres essayaient de survivre à tout ce qui leur tombait sur la figure. Hein. Et pourtant, on se souvient de ces gens qui ont résisté, qui ont créé, c'est résister et qui se sont constitués en réseau en bougeant tout le temps, en fait. Ils n'étaient pas dans une seule ville, ils étaient à l'invitation d'un tel, un tel, un tel, des amis, quoi, qui savaient qu'ils étaient menacés, qu'ils pouvaient toujours. Erasme a écrit L'éloge de la folie, il sait très bien que c'était une catastrophe. La catastrophe était partout. Hein. Mais nous, on voulait, d'abord, on voulait le faire vite, donc c'est pour ça qu'on a insisté sur le fait qu'on l'a fait lentement.
Et on voulait dire que en tant que chercheurs et artistes aussi, tous les deux, et les autres aussi, les autres qui ont contribué, de dire on va s'en sortir, quoi. On va s'en sortir. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et donc, cette question de vitesse et de lenteur à laquelle on est confronté va tout à fait dans le sens donc, du sujet de ce livre collectif, donc, dans lequel, oui, nous avons eu quand même donc, une collaboration avec Yves Chemla sur Haïti et avec Marie-Paul Farina sur la question des catastrophes du 10e siècle, 18e siècle, dans un texte qui est un très beau texte poétique également. Oui, on peut faire un tome 2 aussi en élargissant enfin, tout ça vers disons, des sujets qui nous concernent tous, qui peuvent être très variés, bien sûr, parce que comme on l'a dit, les catastrophes, il y en a eu, il y en aura encore également, c'est pas fini, malheureusement. Moi, j'ai une question à Jeanne. Vous avez travaillé dans le livre sur les écrivains, mais tout à l'heure, vous avez parlé avant la séance que vous êtes en train de s'intéresser aux photographes. Alors, vous pouvez nous parler un peu si cet intérêt vous êtes venu avant pour ce livre ou non après. C'est un sujet complètement séparé. L'intérêt pour la photographie. Oui. Je m'intéresse à la photographie dans la littérature française, donc c'est un sujet totalement différent. Mais par rapport au Liban, je suis depuis un moment le travail de la photographe libanaise Myriam Boulos, qui a fait un travail incroyable de documentation. Donc l'intérêt pour la photographie est venu avant l'explosion. Entre guillemets, je n'ai pas entendu la question de Hala, mais le livre, il est disponible ici. Je vous invite tous, si vous voulez, à la fin. De faire quoi? De faire quoi? Le livre de Jeanne Arthus. Ah oui, Ok, après la question de... on peut lire Bonsoir. Je voudrais savoir si cet événement catastrophique a modifié la pratique des artistes au Liban et si ça a généré des mouvements autour de collectifs ou d'une mise en commun, d'une mise en réseau de leur travail pour fertiliser leur travail, s'entraider, etc. Est-ce que ça a généré des choses un peu différentes et changé un peu les pratiques? Écoutez, dans un premier temps, oui. Disons, dans les deux, trois années qui ont directement suivi l'explosion, oui, il y a eu, pas vraiment des collectifs dans le sens organisé, mais il y a eu bien sûr des regroupements d'artistes à travers certaines galeries d'art qui ont fait des expositions collectives. Et, euh, et ça a été un mouvement quand même qui n'a pas fait long feu, disons, parce qu'après, enfin, ils se sont plutôt séparés, chacun a fait son petit chemin tout seul. Mais il y a eu une forme d'entraide, oui, bien sûr, au départ, parce que certaines, enfin la plupart des galeries d'art contemporain à Beyrouth sont autour du port. Donc, elles ont été assez ciblées par l'explosion. Deux ont été presque détruites entièrement et très vite. Donc, il y a des artistes qui se sont cotisés, qui ont travaillé ensemble pour permettre à ces galeries donc, de se reconstruire, de se refaire et donc de continuer. Et toutes les galeries donc, qui avaient été, enfin peut-être pas toutes, mais la plupart des galeries qui avaient été touchées par l'explosion, il y en sont nombreuses, ont repris l'activité grâce à l'activité des artistes, donc qui leur ont redonné, disons, pas nécessairement de l'argent dans le sens argent, mais qui ont contribué à travers leurs œuvres, leurs travaux, qu'ils ont exposés parfois dans des lieux détruits. L'une des premières expositions, deux, trois mois après la guerre, après l'explosion du port, c'était dans une galerie d'art qui était juste près du port, donc qui a été les œuvres de l'artiste, j'ai cité ça dans mon article, les œuvres d'artistes sont faites à travers des débris de la galerie qui avait été détruite. Donc, ils ont utilisé les débris de la galerie pour faire des œuvres artistiques. Donc, oui, il y a eu ça, mais ça n'a pas créé un mouvement artistique, disons, conséquent et qui a duré dans le temps. Juste Pardon. pour ajouter un point aussi, juste après l'explosion, il y a eu un ouvrage collectif qui s'appelle Pour l'amour de Beyrouth. Aussi, c'était une collaboration entre plusieurs écrivains, donc aussi. Et c'est important de souligner aussi que avec l'implication du corps du système politique corrompu libanais et sa responsabilité très claire pour laquelle il a assassiné pas mal de gens pour
qu'ils ne parlent plus. La société civile libanaise, c'est elle qui a repris l'entraide dans la région touchée par l'explosion et l'État était complètement absent. C'est-à-dire ceux qui ont nettoyé, ceux qui ont Reconstruit certaines maisons, quoi. reconstruit, aidé les familles, donné à manger, c'est pas l'État, c'est la société civile. Oui, tout à fait. L'État n'a presque rien fait, quoi. Ils ont, un certain temps, ils ont donné des aides financières, mais négligeables. Et donc, c'est la société civile, c'est les jeunes qui sont descendus déblayer les rues, aider à reconstruire, à repeindre, à refaire. Et il y a jusqu'à aujourd'hui, voilà, il y a une vraie solidarité civile, disons. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains immeubles, certaines habitations et tout ça qui sont toujours détruits parce qu'il n'y a pas les moyens de reconstruire, mais qui ont été, disons, au moins nettoyés et déblayés par par les gens de la société civile, par les scouts, par beaucoup d'organisations civiles, donc de tous côtés, quoi, de toute communauté confondue. Oui, si vous permettez, j'ai deux petites questions. Une question peut-être d'ordre éthique, moral, sur qu'est-ce que peut faire une œuvre d'art, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont interrogés sur ce sujet. J'ai pensé, on s'est rattaché peut-être, la question m'est venue par ce qu'a évoqué Ryan en parlant de Hiroshima et Nagasaki, puisque après ça, il y a tout Gunther Anders, de toutes les philosophes de l'école de Francfort sont interrogés si on peut encore réfléchir en termes de objets détruits et destructeurs face à l'emballement et des choses qui dépassent, et enfin où l'homme n'a plus d'emprise sur cette réalité donc cette sérénité, de l'explosion. Est-ce que quelque part c'est quelque chose qui dépasse et qu'on arrive encore à décrire dans une œuvre d'art, on arrive encore à avoir une emprise sur le réel? C'est une question sur laquelle je m'interroge beaucoup. Et puis, deuxième question, est-ce que vous avez évoqué d'autres arts dans le livre, par exemple, est-ce que la post-destruction, il y a eu aussi un effet de retour vers le port, vers la destruction? Est-ce que des gens sont revenus sur ce lieu comme un lieu mémoriel pour, par exemple, vous n'étiez pas personnellement, vous n'avez pas vécu l'explosion même, mais après, est-ce qu'il y a des témoignages, des œuvres qui parlent du vécu post-traumatique, donc, et j'ai pensé à la BD là qui vient de sortir, Une éducation orientale de Charles Berberian, qui est français, enfin, mais qui a des origines euh, au Liban aussi, qui a passé son enfance et qui décrit justement que ça a été un déclencheur pour revenir à Beyrouth et découvrir le port. Voilà. Euh, le programme de recherche s'appelle Éthique de la création. Donc, la création, ça précède l'œuvre. C'est la réponse que je voulais vous faire. C'est-à-dire que euh, tous ces mouvements de résistance, de création, quelque part, bien sûr qu'on a parlé des œuvres. Hein. Enfin, Elie en a parlé, et dans le livre, il y a des photographies de ces débris qui sont exposés dans les galeries d'art. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui m'intéressait plus, c'est cette espèce de réponse multiple, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule réponse. Faire une œuvre d'art, non. C'est créer de n'importe quelle façon que ce soit. C'est en tout cas moi, ma façon de voir les choses. Oui, et puis donc, par rapport à ce que vous avez évoqué, est-ce que les gens, donc, enfin, post-traumatique, est-ce que les gens sont revenus? En fait, les gens n'ont jamais quitté. En fait, c'est la région du pôle, je sais pas, vous connaissez le Liban? D'accord, oui. Enfin, la région du port, enfin, Beyrouth est une toute petite ville, donc c'est pas du tout une grande ville, mais elle est surbondée elle est celui-là. Ouais. Il y a enfin, surabondé d'habitations, les immeubles sont les uns sur les autres. Enfin, il y a eu une construction anarchique qui date de 40 ans, donc depuis qu'il y a eu la guerre au Liban, il y a eu vraiment une construction anarchique. Donc. Et la région du port, elle est très proche
des habitations, quoi. Donc, les destructions qu'il y a eu, le nombre de morts qu'il y a eu, à peu près 230, 240 personnes qui sont mortes. On n'a pas le chiffre exact jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça tourne autour de 240 personnes. Donc, c'est parce que c'est une ville qui est bondée, mais également, c'est une ville qu'on a considérée comme une ville miraculeuse, dans le sens large du terme, parce que une ville comme ça, on aurait pu avoir 10 000 morts avec ce qui s'est passé, avec la nature de l'explosion, avec la force de l'explosion. Donc c'est une ville où les habitants sont là et qui n'ont jamais quitté, même lorsque l'explosion a eu lieu en été. Et donc, lorsqu'elle a eu lieu, les gens ont vécu dans les débris de leur maison. Il y avait heureusement pas de pluie, faisait pas très froid. Le temps de remettre en place donc un peu le minimum pour pouvoir survivre. Et donc, par rapport à ça, il n'y a pas, disons, de départ et de retour. Les gens sont là, ont toujours vécu là. Même les gens qui ont eu leur maison à 90% ou 100% détruite sont restés. Ils ont peut-être dû partir pour 2 semaines chez la famille, chez des proches, chez des amis, le temps de remettre en place un peu tout ça. Mais ça s'est fait, donc, comme on le disait, grâce à la société civile et non pas du tout grâce à des aides de l'État. Et ça s'est fait relativement assez rapidement. Parce que c'est un peu la nature du Libanais d'être, enfin, de survivre aussi. C'est un peu à la fois, disons, disons le bon côté du Libanais, mais également son mauvais côté. C'est que, un, il arrive à survivre et à surmonter très vite, mais également, à cause de ça, il subit beaucoup de choses aussi. Il est tellement habitué, donc à la limite, on se dit, c'est pas grave. On se dit toujours, c'est pas grave. Donc, il y a, disons, ce double côté entre le fait de la résilience, ce qu'on appelle la résilience, mais également, de l'autre côté, le fait de se dire, on est tellement habitué qu'on laisse tout passer. Et ça, c'est un peu le drame du Libanais. Chana, pour faire plaisir à Hala, vous pouvez lire un passage ou deux de votre texte. Oui, oui, bien sûr. Juste pour rebondir justement ce qu'Elias Beck vient de dire, c'est-à-dire que le Liban, il est habitué aux catastrophes. Donc moi, je m'interrogeais un peu par rapport au titre que vous avez choisi pour ce livre, parce que finalement, pourquoi avoir pris le 4 août comme cette catastrophe? En fait, le Liban, ça fait depuis des années, depuis très longtemps, qu'il vit des catastrophes. Et que je trouve que le Libanais, en fait, sont, en tant que peuple, même une incarnation qu'on peut continuer à créer après ce qui est arrivé. Alors pourquoi ce titre et pourquoi la catastrophe et non pas les catastrophes? Non, vas-y. Non, non, là, on peut répondre. C'est ce que je disais au départ, c'est que Élie est venu et non, quand on vit quelque chose, on peut toujours se dire qu'il y en a eu d'autres. Mais là, les gens le vivaient et à ce moment-là, à cet instant T, et encore une fois, c'est pas une guerre. C'est, on peut considérer qu'il y a des catastrophes tout le temps, bien sûr, mais là, elle était là, la catastrophe. C'est-à-dire que c'était une occasion unique de poser des questions, de rencontrer des gens et de les faire témoigner. C'est-à-dire que, bien sûr, si on part, l'histoire est faite de catastrophes, on le sait bien. Mais enfin, quand on la vit, autant savoir ce qui se passe à ce moment-là. C'est pas un travail d'historien qu'on a fait. C'est un travail de témoin. C'est pas la même chose. Mais voilà, c'est surtout ça. Notre approche n'était pas une approche d'historien, même si Sylvie, elle est historienne. Ouais. Mais donc l'approche était d'être dans le vécu de cet instant-là. Pourquoi celle-là? Peut-être à un autre moment, on aurait parlé d'autre chose, peut-être. Peut-être que ça aurait pu être un autre événement. Mais là, c'était le caractère, comme on l'avait dit à madame avant, donc c'était le caractère imprévisible, imprévu, subi, Exceptionnel. exceptionnel et très dur, quoi, de ce qui s'était passé à cet instant-là et sur quelle réaction est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, quelle que soit la nationalité, qu'on soit libanais ou français, etc., que chercheurs et qu'artistes, comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Par exemple, Notre rôle à ce moment-là. voilà. Par exemple, j'avais parlé de la série télévisée qui a été faite donc, avec 10 épisodes qui revenaient sur la catastrophe, sur l'explosion, pardon. Et donc, quand cette série était sortie, beaucoup de gens se sont posé la question, et puis dans les médias aussi, est-ce que ce n'est pas trop tôt?
C'est pas trop tôt d'en parler 2 mois après. Et la question de est-ce que c'est tôt ou pas, quand est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que c'est 1 an après, c'est 2 ans après, c'est 3 ans après, est-ce que c'est tout de suite après? Et là, on revient. Donc, pourquoi ça? Parce que, bon, parce que nous, on a senti cet effet d'immédiateté. On voulait faire vite. Une onde de choc. Et c'est une onde de choc. Et est-ce que c'était trop tôt ou trop tard? Je n'en sais rien. Mais Le relais, il a été pris par moi, qui n'est pas du tout libanaise et qui n'a pas vécu ça. Donc, c'était comme une transmission extrêmement rapide et une tentative de réponse plurielle, extrêmement rapide aussi, même si on était enragé parce qu'on trouvait ça trop lent. Jeanne. tu trouvais quelque chose à dire? Oui, mais juste aussi, je pense qu'en tant que Libanais, on s'entend tous à dire qu'il y a un avant 4 août et un après 4 août, parce qu'en fait, cet événement est survenu en temps de paix. On n'était pas en temps de guerre et c'était vraiment inattendu, comme ça a été dit. Donc, pour lire, je vais lire juste les premières lignes du texte de Hodariz Hanna, qui était ma prof à l'université libanaise et qui a beaucoup influencé mon parcours. Et je trouve que dans son texte, elle traduit bien ce qu'on a ressenti en tant que Libanais. Elle a écrit: Jamais mes mains ne me parurent si dérisoires. Les premières images diffusées par les médias après l'explosion du 4 août au port de Beyrouth m'ont sidéré, voire ahuri. Comment d'humain à humain peut-on infliger pareille souffrance à toute une population? Plus rien n'est possible devant un tel désastre. Des vivants gisant sous les décombres, des morts ensevelis sous des pans de murs, des visages, des bras striés de particules de verre, des immeubles éventrés et chancelants. Devant l'hécatombe, hurler ma rage impuissante. Aller au-devant du malheur, le repousser de toutes mes forces pour épargner ceux qui respirent encore. Jamais mes mains ne me parurent si dérisoires. Merci, Jeanne. Merci. Oui, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposé. J'ai un commentaire, une petite question, c'est que je suis japonaise et j'étais vraiment comment ça, contente aussi et aussi étonnée de écouter et comment ça, de trouver voilà comme vous avez évoqué voilà la catastrophe de Hiroshima Nagasaki justement j'ai voilà il y avait beaucoup de points communs entre la catastrophe qui a eu lieu au Liban. Est-ce que j'entends j'ai lu par rapport à la catastrophe de Hiroshima Nagasaki, je pensais justement au livre de un psychiatre américain qui s'appelle Robert Rifton. Et lui, il parlait justement dans le sidération, si j'utilise votre mot sidération, lui, il utilisait plutôt, il parlait de vide. Quand on a le vide dans l'esprit, on a comment ça, énergie, je sais plus de ce qu'il a raconté exactement, mais voilà, énergie de basculer des choses négatives et positives. J'ai oublié les trois négatifs, mais deux positifs, je me souviens, la vitalité, le sens avec le lien avec la société. Je pense que ce que vous avez raconté ce soir, j'ai trouvé c'est super important voilà, la création après la catastrophe, ça permet aux victimes de trouver la vitalité et le lien avec la société. Et ce que je voulais savoir, donc ça c'est un petit commentaire et merci beaucoup. Et une question, c'est que justement, après la création des artistes, est-ce que vous avez eu l'occasion comment ça, faire un interview, voilà, faire l'observation les artistes et comment ça, la réaction ou le retour d'expérience? Je me permets de vous poser cette question parce que quand j'ai fait ma thèse sur la catastrophe nucléaire de Fukushima et quand j'ai fait les entretiens avec les réfugiés, et j'ai fait 2, 3 entretiens sur les 3 années étalées. Et là, le premier entretien, ça se passe bien. Et la deuxième entretien, quand je demande l'entretien, certains disaient oui, 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 on va faire ça me fait du bien d'être écouté. Par contre, certains disaient non, 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 je suis désolée, mais je veux bien participer. Mais si je
je raconte mon histoire stratégie. Je me prends les jours suivants dans mon souvenir. Et donc là, ça me permet de faire revenir l'avenir dans le passé. Donc, je suis désolée, je peux pas participer à ton entretien. J'ai eu deux réactions différentes au sein par les réfugiés de Fukushima. Donc, si vous avez eu le retour des artistes après leur création. Je me demandais comment ils ont réagi. Merci beaucoup. Euh, c'est ce que je disais au départ, c'est que un être humain, c'est très fragile. Donc, le faire revenir vers la douleur sans qu'il puisse la transformer, ça peut lui faire beaucoup de mal. Donc, c'est pour ça qu'on avait, nous, sollicité des créateurs. Et même parmi les créateurs, il y en a dit qu'on ne peut pas. Il y en a qui ne pouvaient pas. Ils préféraient prendre un petit morceau de la vie d'avant pour le transformer, pour faire de la danse, des dessins, faire dessiner les gens. Mais le média prenait le pas sur la douleur. La communication prenait le pas sur la douleur. Faire revenir quelqu'un sur sa douleur, c'est un travail psychanalytique qui est très dangereux, hein, et qui en général est accompagné sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pas un entretien après un autre. Ça, c'est vrai que c'est du blocage. C'est comme quand les gens qui sont revenus des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a qui n'en ont pas parlé pendant des années parce qu'ils n'arrivaient pas à communiquer et ne savaient même pas pourquoi il était nécessaire qu'ils communiquent, parce que ça leur faisait du mal. Donc ils ont essayé de revivre, c'est tout. Et c'est peut-être après des années que la parole ou la créativité s'est libérée, mais pas pour tout le monde, bien évidemment. Ça, c'est tout à fait humain. C'est pour ça que le travail qu'on a fait, c'est vraiment un travail délicat, quoi. Euh, Ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'on les a rassurés, on leur a dit, enfin, on vous demande pas de raconter uniquement ce que vous avez vécu, c'est que cette façon de raconter, vous la connaissez parce que parfois vous êtes des écrivains, vous savez écrire, etc. Mais quelqu'un, par exemple, qui travaillait avec les victimes traumatiques, qu'on avait écouté à l'oral lors du séminaire, il a refusé après d'écrire parce que pour lui, il fallait qu'il continue à dialoguer avec les personnes, avec les victimes, et non pas témoigner sur ce qu'il faisait, parce qu'il était dans l'urgence. Donc, ce que vous décrivez, c'est tout à fait normal, logique. C'est tout. Oui, c'est tout à fait donc disons cette posture qu'on peut avoir après avoir vécu une catastrophe, qui est de dire est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'en parler ou de revivre ça autrement par l'art. Oui, tout à fait. L'effondrement, donc, parce qu'on n'a pas, parfois, on est dans un traumatisme tellement fort qu'on ne sait plus comment dire les choses ou quoi dire. Euh, et on n'a pas envie, parfois, tout simplement, de nous rappeler de tout ça. Donc, beaucoup de gens ont dû suivre une thérapie, enfin, indépendamment des artistes, des gens, enfin, les Beyrouthins surtout, donc, beaucoup ont dû suivre des thérapies parce qu'ils n'arrivaient plus à dormir, parce qu'ils avaient des peurs très fortes, quoi, et ce qui est tout à fait normal, quoi, après un événement comme ça. Ce n'est pas comme une guerre, comme on l'avait dit avant, qui est, disons, qui est plus étalée dans le temps, où on sent les choses se rapprocher, même si parfois il y a des surprises dans la guerre et tout ça. Donc oui, et donc le travail d'un chercheur, c'est un peu de réfléchir sur tout ça, de voir comment on peut proposer parfois, donc il n'y a pas de solution, mais comment proposer des pistes par rapport à un certain vécu. Et on revient dans le livre, il y a certains articles qui reviennent un peu sur ça, dont entre autres l'article de Noah Maroun aussi, qui a écrit un petit roman après l'explosion sur la question d'une famille qui vit l'explosion, qui s'appelle Survie, le roman, donc qui parle un peu de cette question post-traumatique, donc par rapport à, à des gens normaux de la vie de tous les jours, quoi. Donc, oui, donc il y a une possibilité, il y a une possibilité de parler, ça dépend des uns et des autres. Et puis ce n'est jamais facile. Donc, c'est ce qu'on a essayé aussi c'est l'expérience qu'on a eue en essayant de travailler avec des artistes et des chercheurs pour ce livre.
c'est que oui, c'est très difficile de reparler de ça parce que parfois on n'a pas envie de revivre ça. Donc on n'a pas envie de revivre ça, surtout pour les gens qui ont vécu l'explosion et qui étaient présents. Donc, durant l'explosion, qui ont été blessés, qui ont eu des morts dans leur famille, qui ont eu des destructions, ou même qui l'ont vécu, mais qui ont, enfin, déjà, bon, j'étais à Beyrouth le jour de l'explosion. Rien que l'entendre, j'étais relativement à quelques kilomètres, donc un tout petit peu loin, mais rien que le son d'explosion, ben, c'était traumatique, quoi. Enfin, c'est tellement fort. Donc, donc oui, c'est quand même, disons, par rapport à toutes les catastrophes, que ce soit donc de Hiroshima ou l'explosion donc de la centrale nucléaire au Japon ou ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec un volcan qui peut surgir comme enfin actuellement il y a 2 ou 3 volcans en Islande qui sont en pleine ébullition et qui menacent un peu l'Islande. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais comment est-ce qu'on peut survivre à ça? C'est ça notre sujet. Et comment un artiste peut essayer de parler de ça à sa manière, chacun à sa manière. Et quand on parle d'artiste, c'est dans le sens très large. Donc, c'est vraiment, c'est dans le sens création, voilà, de la création. Merci. Merci beaucoup. Merci pour nos trois intervenants. Juste une petite remarque. Là, on a vécu quelque chose qui n'est pas comparable, mais quand même, ça nous a tous un peu impactés psychiquement, c'est le Covid, l'enfermement du Covid. Bon, moi, pendant, comment dirais-je, tout le Covid, j'ai écrit des textes et je les ai envoyés à des amis ou des gens que je connaissais même pas par Facebook pour leur dire quelque part, tenez le coup, tenez bon, tenez bon. Et j'ai publié le livre juste après notre livre avec Ellie, qui s'appelle Covidienne de la joie. Mais au niveau de l'édition, on m'a dit, mais pourquoi revenir là-dessus? Du genre, on va l'oublier tout de suite, cette histoire affreuse d'être enfermé pendant quelques mois à plus savoir sortir, sauf à emprunter le chien du voisin pour aller lui faire pipi dans la rue. Mais c'est la même chose à petite dose. C'est-à-dire que, il y a des gens qui veulent tourner la page. Mais quand ils vont tourner la page, ils vont se rendre compte qu'il leur manque un morceau parce qu'il y a un souvenir qui ne passe pas. Donc, il faut apprivoiser ça et transformer la catastrophe. Merci encore une fois pour nos trois invités. Je vous invite encore une fois à voir le livre qui est juste derrière vous. Il est disponible à la vente. Je vous invite la semaine prochaine, ou pas, celle d'après, le 27 février, nous recevons un chercheur dont le nom maintenant, Jamal Hami, qui va nous parler de l'islam de France, l'histoire de l'islam en France. Il a écrit un livre, un petit livre très intéressant là-dessus. Malheureusement, maintenant, on raconte des histoires sur l'islam en France et les musulmans de France très amochés, très déformés. Je vous invite à participer, à venir écouter. Et à cette occasion qui n'est pas très joyeuse, parce qu'on parle des catastrophes, les catastrophes continuent, se perpétuent dans notre région. La catastrophe des Palestiniens qu'on vit maintenant, qu'on n'ose même pas des fois dire fortement en public, continue sous nos yeux sans pers- euh, aucune volonté internationale de l'arrêter. Et j'envoie un petit salut amical à Lokman Salim dans son paradis pour le remercier qu'il a payé de sa vie pour connaître la vérité. Et grâce à lui, on va la connaître. Merci beaucoup.